Et j'ai fini par choisir un titre typique d'intellectuel, parce que c'est un titre à double sens, c'est un titre ambigu. Car je dis à la fois que l'Europe de l'Ouest est décadente et qu'elle est le modèle même de la civilisation et de la prospérité aujourd'hui. Alors, l'idée de décadence est double. Si l'on mesure les valeurs de civilisation, c'est l'Europe occidentale qui rayonne. Dans le monde entier. En tout cas dans l'Europe, car mon livre est consacré essentiellement à la comparaison des deux Europes. Si en revanche on essaye de mesurer la capacité d'action collective, la force des gouvernements, le civisme des citoyens, eh bien là on est tenté d'éprouver des doutes. Et c'est précisément dans l'ambiguïté de l'adjectif décadence que réside, me semble-t-il, le thème essentiel du livre. Ce qui est un vieux problème, c'est-à-dire est-ce que quelquefois les sociétés ne sont pas menacées par leur civilisation même, menacées par leur liberté, leur libéralisme, qui glissent, disons, à l'incapacité d'action. Alors justement, au fond, vous êtes avocat de l'Europe dans ce livre, mais vous êtes un procureur terrible pour le marxisme. En fait, ce livre est d'abord une fantastique démolition du marxisme. Je ne pense pas, parce que oui et non, c'est-à-dire... Bien entendu, la première partie du livre est une analyse de ce qu'est devenu le marxisme. Menace pour l'Europe occidentale. Ce n'est pas le marxisme qui est une menace pour l'Europe occidentale. C'est l'univers soviétique et la grande puissance militaire de l'Union soviétique. Alors la première partie du livre est un essai pour démontrer que la pensée de Marx lui-même, un certain prophétisme, a eu comme aboutissement aujourd'hui, d'un côté, l'idéologie marxiste, léniniste telle qu'elle est professée en Union soviétique, qui n'est rien d'autre qu'une justification dans l'ensemble stupide d'un régime despotique. Justification à laquelle les soviétiques eux-mêmes ne croient pas, et je prends pour exemple et pour preuve tous les dissidents venus d'Union soviétique pour lesquels la plus grande surprise que leur réserve l'Occident, c'est qu'il y ait tant de marxistes ou tant d'intellectuels qui s'appellent marxistes en Occident. Et j'essaye d'expliquer à ces dissidents soviétiques qu'ils se trompent, que là-bas le marxisme est la justification du pouvoir, et qu'ici, il sert à l'autocritique de l'Occident. C'est ça. Et alors, vous posez malgré tout une question, parce que vous êtes un homme qui... Vous êtes un vrai libéral, vous dites quelque chose, et puis malgré tout, vous donnez la critique de la chose en même temps. Oui, il y a toujours des nuances. Alors, vous dites le marxisme, c'est une stupidité, en fait, attendez. tel qu'il est appliqué en URSS. Le marxisme de Marx est un moment important de la pensée occidentale, et j'ai consacré à l'étude de la pensée de Marx plus de temps qu'à l'étude de la pensée d'aucun autre penseur. Oui. Alors, vous dites à un certain moment... mais d'où vient le succès du marxisme? Des millions d'hommes continuent à admirer l'exploit prométhéen, en fait, la révolution de 17. Oui. Pourquoi ces millions d'hommes? Et chez nous, en Occident, des gens prospères, des gens qui n'ont pas de problème, misère. Il y a de multiples raisons, et je pense que mon voisin pourrait m'en donner. Mais enfin, la révolution dite prolétarienne fut un des grands rêves des hommes occidentaux. Les hommes refusent de voir à quoi aboutit ce rêve, et ils s'obstinent à croire que c'est par un accident historique, à cause de la tradition russe, à cause des habitudes tsaristes, que cette révolution a abouti au goulag, et encore aujourd'hui à une espèce de routinisation de la terreur. Car si le régime de Brejnev peut être dit presque libéral, comparé à celui de Staline, le régime de Brejnev est incomparablement plus despotique que ne l'a jamais été celui du général Franco. Je vais choquer mes auditeurs, mais je n'hésite pas à les choquer. Vous dites que Solzhenitsyn a dit, n'est-ce pas? Oui, il l'a dit, il a raison. Les Espagnols, dans les 15 dernières années du régime de Franco, régime que je détestais, ces Espagnols pouvaient sortir librement d'Espagne, rentrer librement chez eux, ils venaient travailler en France, l'Espagne était ouverte aux touristes, on vendait les livres de Marx librement dans les librairies de Madrid. Il n'est pas vrai que le régime Franco, qui était détestable, qui était né dans les conditions d'une guerre civile effroyable, où j'étais de tout mon cœur de l'autre côté, ce régime était moins intolérant que ne l'est même le régime de Brejnev. Alors, un de vos grands titres, c'est l'Europe mystifiée. Alors l'Europe est donc mystifiée, selon vous, par ce que vous appelez la vulgate marxiste. C'est ça, par un conglomérat d'idées vaguement tirées du marxisme. Donnez-nous quelques thèmes de cette vulgate. Eh bien, il reste la supériorité de la propriété publique des instruments de production,
l'illusion de se passer du marché, la notion de plus-value, c'est-à-dire d'un surplus de richesse Vous n'y croyez pas. qui serait prélevé sur le travail ouvrier et qui permettrait de faire la richesse d'une minorité. La lutte des classes. La lutte des classes, non, parce que la lutte des classes, au sens vulgaire du terme, n'importe quel sociologue la reconnaît comme un fait. Ce qui est la particularité du marxisme, c'est Marx lui-même qui l'a dit, c'est de croire que la lutte de classe cessera après la révolution prolétarienne. Ça, c'est la mystification. Tandis que de dire que dans nos sociétés, il y a des classes qui s'affrontent, oui. Dire qu'il n'y a pas de classe en Union soviétique, c'est une mystification. Sauf qu'en Union soviétique, les classes n'ont pas le droit de s'organiser. Oui. Alors, au fond, continuons dans cette perspective, nous retournons à l'Europe. Pour vous, l'Europe est décadente parce qu'elle est tentée par le marxisme, tout au moins intellectuellement. Ce n'est qu'un des éléments faibles de mon diagnostic. Ce qui, pour moi, est la cause fondamentale d'inquiétude, c'est que les sociétés ne peuvent supporter qu'un certain degré de permissivité et que toutes les sociétés ont besoin d'un minimum de discipline à la fois sociale et intellectuelle. Or, nos régimes occidentaux finissent par donner à n'importe quel groupe particulier une espèce de droit de veto sur les décisions des gouvernements. Vous voulez dire que la liberté devient liberticide? Je pense qu'il y a un moment où le droit de tous les groupes particuliers de défendre leurs intérêts, la tentation de tous les agents économiques d'oublier leur devoir de citoyen et de n'être plus que des agents économiques, cette espèce d'égoïsme généralisé et justifié, tout cela met en cause la survivance des régimes que j'ai défendus toute ma vie et que je continue à défendre. Les nôtres. Vous serez plus chiracien que giscardien dans ce domaine-là. Oui, mais laissons de côté les dialogues entre le président de la République et le président du RPR qui sont vraiment anecdotiques par rapport aux questions que je pose dans mon livre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce marxisme que vous réfutez dans le marxisme en Union soviétique, en Hongrie. Oui, enfin, l'idéocratie. L'idéocratie, vous le retrouvez en Europe sous forme de fantasmes intellectuels, d'une part, et d'autre part, de tentatives. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les régimes qui pourraient avoir un brin de marxisme, c'est-à-dire le socialisme démocratique, vous paraît également suspect. Non, c'est pas vrai. Vous parlez du travaillisme britannique avec... Non, je parle du travaillisme britannique comme un régime inefficace, mais ce n'est pas du tout pour les mêmes raisons. Ce que je montre, et je crois que la majorité des travaillistes seraient d'accord avec moi, c'est que l'économie anglaise est, depuis une longue période, en décadence, que cette décadence s'accentue parce que les dirigeants du Parti travailliste ont toujours été plus soucieux de la redistribution que de la production des richesses. Or, on ne peut redistribuer des richesses qu'à condition de les produire. Et j'ai consacré une partie d'un chapitre de mon livre à suivre les analyses des économistes anglais eux-mêmes sur les causes de la décadence économique de l'Angleterre. Or ça n'a rien à voir ni avec le marxisme ni avec le socialisme, ça a à voir avec une mauvaise gestion et avec le refus des conditions nécessaires à une économie de marché. Je vais donner tout de suite la parole tout à l'heure à André Esler, mais je voulais vous poser encore une question. Pour vous, le socialisme est introuvable. Vous employez cette formule. Il n'existe nulle part. Attention, ce que j'ai dit, c'est que nous ne connaissons aucun exemple d'un pays où il y ait simultanément une économie planifiée centralement et les libertés démocratiques. En revanche, j'ai dit explicitement qu'un parti social-démocrate en Suède ou en République fédérale allemande peut parfaitement gouverner de manière efficace un pays, mais à condition de maintenir l'intégrité de l'appareil de production et de ne pas toucher à l'économie de marché. Et j'ai dit à propos de la Suède, par exemple, que la Suède, on parle toujours des 44 années de régime social-démocrate, on oublie de dire une autre chose, c'est que l'économie suédoise industrielle la plus avancée, l'économie de pointe, est tenue par une douzaine de familles. D'où je dis en plaisantant que la Suède, c'est le mélange de la social-démocratie et du capitalisme des monopoles. C'est ça. Il est très vrai que la discussion sur la décadence de la France ou de l'Europe est traditionnelle. Il y a une grande littérature espagnole sur le déclin de l'Espagne. Il y a une grande littérature sur le déclin de la France, en particulier au XIXe siècle. Après 1870, on a publié de multiples livres comparables aux livres de Perfit sur la supériorité des peuples anglo-saxons et sur le déclin de la France.
Et je suis parfaitement conscient du fait que ces discussions sur le déclin ont accompagné l'ascension de l'Europe. Cela dit, je voudrais faire une remarque. À un moment donné, je dis, rien ne pouvait empêcher l'abaissement de l'Europe. Car en 1914, l'Europe absorbait presque dans son sort le sort du genre humain. Oui. Et cette situation était anormale, ne pouvait pas durer, il n'était pas souhaitable qu'elle durât. Donc l'abaissement au sens de la puissance était écrit à l'avance au livre de l'histoire, et il est bon que tous les peuples conquis aient retrouvé leur indépendance. Oui, mais on peut dire que cet abaissement, on l'a bien eu, parce qu'aujourd'hui, vous dites une chose, vous dites, excusez-moi, vous dites, nous sommes devenus un géant économique et un nain politique. Exactement. Seulement, ce qui n'est pas impliqué par cet abaissement relatif, c'est l'acceptation du sort d'État protégé par les États-Unis, accompagné des protestations, des imprécations, des ironies à l'égard des Américains. Rien n'est plus frappant qu'un livre que vous avez cité tout à l'heure, Pavane pour une Europe... Je vais citer. Oui, ou que vous allez citer, peu importe. Oui. C'est le livre des Gréculi, dénonçant... Qu'est-ce que c'est les Gréculi? Les Gréculi, c'est les petits Grecs qui, à l'époque où la Grèce était colonisée par Rome, passaient leur temps à faire de l'ironie sur les Américains tout en comptant sur eux pour maintenir l'ordre. Oui. De la même façon, nous, Européens, nous comptons sur les Américains pour assurer notre sécurité et notre intégrité. Nous ne sommes pas capables de nous défendre nous-mêmes et nous aimons... Et pourquoi Eh bien, là, si vous voulez, c'est la question à laquelle nul ne peut donner réponse. C'est le mystère des civilisations qui conservent tout ce qu'il serait nécessaire pour exister et qui, d'une certaine manière, semblent avoir perdu la volonté d'être. Vous pensez que nous autres Européens, nous avons perdu cette volonté? Un jour sur deux, je le pense. Et l'autre jour, comme je suis un combattant, je voudrais leur rendre l'être qu'ils ont perdu, en leur rendant confiance en eux-mêmes et en leur avenir. Et pour ça que vous écrivez ce livre, en partie. C'est probablement pour cela que j'écris ce livre. Il y a une chose qui est très importante et qui, au fond, qui préoccupe tous les Européens, parce qu'ils l'ont vu d'une façon précise dans leur vie. Jusqu'en 1973, vous le dites vous-même, l'Europe est une réussite historique. C'est un quart de siècle miraculeux qui s'écoule entre 1948 et 1973. Miraculeux au point de vue économique. Oui, c'est ça. Oui. Et puis tout d'un coup, cela peut apparaître, vous le dites toujours, comme le prodrome de la stagflation, c'est-à-dire le commencement de la fin. Oui. Oui, mais alors là, nous entrons dans la partie économique du livre. Oui, mais c'est important parce que... Et je veux bien en dire quelques mots. Ceux qui ne me veulent pas du bien ont considéré que dans ce livre, j'étais devenu un pur économiste, qui est une plaisanterie. Non. Je ne suis pas un économiste de profession. Parce que pour beaucoup de marxistes, et là nous revenons aux marxistes, ce qui se passe actuellement en Europe, c'est précisément la preuve que le système est en train de se détruire ou de s'autodétruire. Oui, mais enfin, ce n'est pas sérieux, parce que ce qui se passe actuellement est sans rapport avec ce que Marx pouvait prévoir il y a un siècle. Alors, excusez-moi. Ce qui est vrai, c'est qu'à partir de 1973, l'augmentation des prix du pétrole, l'Europe a connu une crise dont elle n'est pas encore aujourd'hui sortie. Alors, d'une part, elle est obligée d'exporter davantage pour acheter les matières premières qui coûtent plus cher. D'autre part, il faudrait faire accepter à la population soit une baisse du niveau de vie, soit une limitation de la hausse du niveau de vie. Il faudrait prendre des mesures impopulaires. Il faudrait restituer aux entreprises la capacité de bénéfice, condition de l'autofinancement et des investissements. Il faudrait. Oui, mais alors là, nous arrivons à ce qui est le problème. Oui. Est-ce que nos gouvernements démocratiques, paralysés par les syndicats, paralysés par les groupes de pression, obsédés par le souci de la réélection, est-ce que nos gouvernements qui savent ce qui serait souhaitable sont capables de prendre les mesures nécessaires? Vous savez, je compare les démocraties de l'Europe occidentale à la diète de Pologne, où chaque membre individuel de la diète avait un droit de veto. Eh bien, aujourd'hui, toute démocratie occidentale a 50 membres qui ont un droit de veto, qui bloquent les routes, qui font sauter les trains, qui posent des bombes. Oh, vous avez même eu quelques bombes dans un petit canton qui va devenir dans le Jura. Même vous, vous en aurez aussi. Non, n'ayez pas l'illusion de rester en marge de l'histoire. Non, nous voulons pas. Les vagues viendront vous atteindre. Non, mais tant mieux d'ailleurs, ça changera. Mais justement, vous pensez que, au fond, nos systèmes sont trop laxistes, enfin, laissent-le faire. Vous connaissez, il y a deux choses. Ce qui est très frappant, c'est que dans le système de production, c'est l'Occident qui possède la discipline et l'efficacité. Car le système de production qui est inefficace et qui n'a pas de discipline, c'est le système soviétique. En revanche, dans l'armée et dans la société, ce sont les sociétés occidentales
qui sont laxistes et sans discipline, et c'est l'Union soviétique qui offre l'image apparente de la discipline et de la force. Cela dit, il y a des gens très optimistes qui pensent qu'en profondeur, même l'armée du monde soviétique est gangrenée. Personnellement, je pense que le monde soviétique est militairement très puissant et que le monde occidental est sans puissance militaire, sauf les États-Unis, bien entendu. Votre livre est un livre optimiste, malgré tout, je l'ai déjà dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Eh bien, si vous voulez, je pense que le livre est optimiste si l'on donne à la conclusion de mon livre l'interprétation que vous lui donnez et que je souhaite lui donner. Mon livre se termine par une conclusion qui a le titre suivant « Deux spectres hantent l'Europe, la liberté et l'armée rouge ». J'aurais mieux fait de dire l'armée soviétique, puisque l'armée soviétique ne s'appelle plus rouge depuis de nombreuses années. Et c'est évidemment une paraphrase de la première phrase du manifeste communiste de Marx et d'Engels, qui disait « Un spectre hante l'Europe, le communisme ». Et aujourd'hui, je dirais qu'il n'existe plus en Occident la fascination du modèle soviétique. Mais il reste la puissance de l'Union soviétique. Et en Occident, on le voit, au Portugal, en Espagne, en Grèce, partout, il y a un grand désir de liberté. Et comme je suis probablement optimiste au fond de mon âme, je crois que la liberté l'emportera sur la force proprement militaire. Mais à une condition, c'est que les intellectuels, ceux qui créent l'opinion, n'adorent pas le despotisme lorsqu'il est réalisé ailleurs, à condition que ceux qui forment l'opinion occidentale fassent prendre conscience aux Occidentaux à la fois des périls auxquels ils sont exposés et des chances qu'ils conservent. Oui, vous n'aimez pas beaucoup un certain nombre d'intellectuels. Je pense précisément à Jean-Marie Benoît dans le livre. C'est secondaire. C'est secondaire, mais enfin, vous les trouvez au fond un tout petit peu, comment dirais-je, presque guignolesques. Je ne les trouve pas sérieux. Je ne les trouve pas sérieux parce que je trouve parfaitement légitime qu'on se désintéresse de la politique. Et je crois personnellement qu'il y a beaucoup de sujets de méditation plus intéressants. Par exemple, la philosophie ou la métaphysique. J'ai pour la métaphysique beaucoup plus de goût en profondeur que pour la politique. Mais si on écrit sur la politique, on doit savoir de quoi il s'agit. Si on parle de l'économie, il faut en connaître quelque chose. Et l'on ne peut pas aujourd'hui, sans se rendre ridicule, condamner la pensée quantitative ou les calculs économiques comme si aucune société pouvait être riche, donner des conditions de vie convenables, sans passer par la rigueur du calcul économique. Alors quand des gens qui se prétendent des intellectuels s'amusent à des polémiques de cette sorte, bon, je suis légèrement irrité et ça ne va pas très loin. Oui, mais vous pensez que ça... Je me borne à les citer pour montrer combien ils sont ridicules. Oui, mais vous pensez que ça a de l'effet... D'ailleurs, je crois qu'il y en aura un qui viendra dans la prochaine émission, un de ces intellectuels, n'est-ce pas? Maurice Duverger. Oui, mais ça, ce n'est rien. Je me suis borné à rapprocher une douzaine de ces phrases empruntées au même livre pour montrer que d'une page à une autre, ils se contredisaient, mais c'est sans importance. On peut donner d'ailleurs rendez-vous à nos téléspectateurs qui verront Maurice Duverger, qui est un peu le prototype de ces intellectuels dont vous parlez. Non, ah, quand même pas. Non, c'est pas du tout. Non, Duverger est beaucoup plus sérieux que ça, et certains de ses livres sont sérieux. Je me suis borné à critiquer un de ses livres de la manière, paraît-il, la plus méchante, c'est-à-dire en tirant une douzaine de citations. Oui, c'est ça. Ça suffit. Dans certains cas. Oui.